Je suis Sharon, créatrice du blog Bien-être simple, et à travers mes épisodes, je t'emmène avec moi à la quête de ton mieux-être. C'est parti! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un invité qui est spécial sur le podcast. Coach sportif passionné depuis plus de 8 ans. Son parcours atypique et pluridisciplinaire, allant des sciences aux arts et à l'urbanisme, l'a finalement conduit à devenir un entraîneur privé. Cherchant à impacter la vie de ses clients, son approche est aujourd'hui axée sur la transformation physique et la recomposition corporelle, permettant la libération personnelle et le bien-être de ses coachés. Ensemble, aujourd'hui, on vous parle de comment mettre en place une routine alimentaire et sportive efficace. Et on répond clairement à toutes les questions que vous pouvez avoir en vous donnant des conseils aussi qui sont pratiques. Je vous présente Aymeric Leroux. Salut Aymeric, comment ça va? Salut, enchanté tout le monde. Ça va super bien. Honoré pour ce podcast. Moi aussi, merci d'être là. J'espère que l'introduction était Elle était parfaite. vraie. On m'a jamais aussi bien Ouais, présenté. c'est ça. Écoute, parle-nous un peu de toi, rapidement de ton parcours, puis après on va rentrer directement dans le sujet. Ok, globalement, je savais que depuis tout jeune, je voulais faire un métier vraiment qui ait de l'impact auprès des autres. Mhm. Je voulais vraiment travailler dans l'humain. J'ai longuement cherché ma voie. J'ai passé un bac scientifique. Ensuite, je suis parti en histoire de l'art. Je voulais faire de l'archéologie. Finalement, je me suis rendu compte que je vais pas pouvoir faire vivre ma famille avec ce genre de métier. Donc, je suis parti en urbanisme où je me suis spécialisé dans les pays en voie de développement, vraiment pour aller au cœur de l'humain, de l'aide des autres. Mhm. C'est pour ça que je suis arrivé à Montréal, d'ailleurs. J'ai fait ma maîtrise à l'université de Montréal et j'avais toujours eu ce deuxième rêve où Mhm. je me suis dit, voilà, si un jour je mets un pied en Amérique du Nord, je souhaiterais au moins connaître ce que c'est d'être entraîneur, parce Ouais. que j'étais quand même passionné de sport, de musculation depuis tout jeune. Ce qui m'a beaucoup, ce qui m'a inculqué ce deuxième rêve, ça a été ces émissions télé Extreme Weight Loss, je ne sais pas si tu connais, Ouais, voilà, avec Chris complètement. Powell. Ouais. Et je me suis dit, waouh, ce gars-là, je me dis, quand il aura 90 ans sur son lit de mort, il pourra se dire à quel point il a transformé des vies, Mhm. changé des gens littéralement. Et je me suis dit, ok, je veux avoir le même feeling que lui sur mon lit de mort, je veux me sentir pareil. Et, et c'est pour ça que j'ai eu ce deuxième objectif d'être entraîneur. Mhm. Puis donc j'ai passé mes formations ici. J'ai commencé à entraîner à Énergie Cardio en salarié. Et de là, je me suis lancé à mon compte. Puis je voyais que ça marchait très bien, mon compte. Et j'ai dû prendre une décision. Est-ce que je continue dans l'urbanisme, sachant que je venais de terminer ma maîtrise, ou est-ce que je m'oriente pleinement en tant qu'entraîneur? Au début, je voulais faire les deux. Puis là, je me suis dit, le problème, c'est que faire les deux, je vais juste bon dans les deux, mais je vais pas Mhm. être excellent ni dans l'un Mhm. ni dans l'autre. Donc, je dois me décider. Et effectivement, le domaine de l'entraînement respectait à 100% mes standards, mes valeurs, alors que l'urbanisme, malheureusement, je n'étais pas maître de tout ce qui se passait, de toutes les Mhm. décisions. Et je suis quelqu'un qui a besoin d'être vraiment très aligné avec c'est ça, mes standards et mes valeurs. Et donc, Ouais. j'ai choisi le domaine de l'entraînement, toujours avec cette idée de Extreme Weight Loss, Chris Powell, etc., d'être dans la transformation physique, parce que je savais que Mhm. c'était vraiment le domaine dans lequel ça pouvait avoir le plus d'impact dans le bien-être des Mhm. gens. Sachant que en tant qu'entraîneur, on peut travailler pour de la performance sportive, pour de la rééducation, pour de l'entretien Ouais. simple. Et moi, je voulais que lorsque j'ai un élève qui réalise un objectif, à la fin, ils se disent waouh, incroyable, ma vie, elle a vraiment changé. Mhm. Donc, c'était pour moi la transformation physique ou en tout cas la recomposition corporelle qui s'apprêtait à ça. Ouais. Puis on en avait parlé pendant la petite rencontre qu'on avait fait ensemble avant voilà, d'enregistrer l'épisode. Et donc on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui, aussi bien l'entraînement que l'alimentation, puis l'hygiène de vie globale. Mais alors, je trouvais ça intéressant de savoir pourquoi est-ce que tu voulais aborder ces sujets Mhm. justement avec nous aujourd'hui. Super, parce que je me suis rendu compte, comme tu l'as dit, voilà, ça fait maintenant 8 ans que j'entraîne en personnalisé et c'est incroyable à quel point je trouve que le monde prenne des décisions, que ce soit dans le domaine de l'entraînement, de l'alimentation, qui font peu de sens, Mhm. qui soit en fait génèrent le problème ou en tout cas les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Mhm. Souvent, ça, je me suis dit dans ce podcast, pour pas partir dans trop d'horizons, je vais limiter à ça vraiment sur les objectifs les plus communs
dont on vient me voir, que ce soit hommes et femmes, Ouais. pour de la recomposition corporelle. Donc, on va dire que généralement, c'est voilà, je veux redescendre mon taux de matière grasse pour avoir un taux de matière grasse où je me sens en santé, où j'ai de la définition musculaire, où je me sens tonus, où je me sens en forme, où je me sens physiquement à la fois en santé, puis en même temps esthétiquement bien dans mon corps. Mhm. Et pour ce genre d'objectif-là, forcément, ben, ça prend autant comment dire, de travail sur l'aspect dépense énergétique, entraînement, le nombre de pas par jour qu'on fait à l'extérieur, etc. Également sur l'alimentation, qui est fondamentale, et l'hygiène de vie de manière générale. Mhm. Et je vois que, bon, ben, si je prends juste le domaine de l'entraînement et l'alimentation, il y a énormément d'incohérences dans ce que font les gens pour atteindre ces objectifs-là. Et comme je viens de le dire, ben, bien souvent, c'est même eux qui génèrent le problème par les actions qu'ils prennent. Ok, mais alors du coup, si on parle d'entraînement, si on commençait par l'entraînement, déjà, c'est quoi en fait les objectifs types qui reviennent le plus souvent auprès des clients que tu as pu avoir? On va dire que, alors, pour les hommes, ça va être, voilà, je veux gagner un peu plus de masse musculaire, Mhm. pas trop non plus, mais je veux en gagner un peu plus. Je veux quand même avoir un body fat qui me permet d'avoir une très belle définition musculaire. Donc body fat, taux de matière grasse. Voilà, me sentir vraiment beaucoup plus athlétique, en forme, etc. Pour une femme, ça va être assez similaire, mais il y a quand même plus de spécificités. Généralement, on va aimer, par exemple, voilà, je veux avoir un ventre plat, je veux avoir un fessier plus galbé, je veux certes qu'on voit légèrement mes abdos, mais pas trop. Je veux être plus tonus, un peu plus athlétique, mais pas trop musclé, etc. Ouais. Donc voilà, ça c'est plus les grandes catégories générales qui reviennent assez souvent. Mhm. Maintenant, il y a toujours des personnes qui viennent me voir qui veulent des choses assez spécifiques, qui Ok. vont pas là-dedans, mais voilà. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que des fois, il y a en fait des clients qui ont empiré leur situation. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Prenons comme exemple, je vais prendre l'exemple de voilà, une femme qui vient me voir et qui me dit bon voilà, Émeric, ben, je me sens. J'avais du poids à perdre, j'avais 15 kilos à perdre, j'en ai quand même perdu 10 sur cette dernière année. Allez, je vais aller vraiment plus réaliste et un peu plus à l'extrême pour illustrer mieux l'exemple, mais j'ai perdu mes 10 kilos en 3 mois. Ok, très bien, ça me paraît quand même rapide, mais comment tu as fait, etc. Ben, je faisais 3 cours collectifs dans une salle de sport. C'était vraiment des cours collectifs très axés cardio intense, Mhm. heat training, donc c'est high intensity interval training, Ok. cross training, etc. À côté de ça, j'allais courir 45 minutes 2 fois par semaine. Ok, ça me paraît très cardio, très intense. Puis au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, j'ai compris qu'il fallait que je mange moins parce que j'ai compris que c'était une question de déficit calorique. Donc ben, je mange 1 à 2 repas par jour. Puis au niveau de mes repas, ça va être voilà, ça peut être une viande, un peu de légumes le midi. Puis le soir, j'ai entendu dire qu'il fallait pas trop manger de glucides parce que ça fait grossir. Mhm. Donc je vais plus être sur des crudités, salades, soupes. Et voilà, puis c'est comme ça que j'ai perdu mes 10 kilos en 3 mois. Ok. Malheureusement, je viens te voir parce que ben, c'est vrai que oui, j'ai perdu des tailles de vêtements. Je me sens, ben, voilà, j'ai plus mince dans mes vêtements, ça c'est bien. Et quand je suis en maillot de bain, c'est pas possible, j'ose pas me montrer parce que ben, je me sens pas du tout tonus, flasque. J'ai pas du tout l'impression de me sentir en santé. Je suis pas bien avec mon corps en fait. Mhm. Et la réalité, c'est qu'en fait, c'est ce processus-là qu'elle a mis en place pendant ces 3 mois, admettons, qui, ben, en fait, l'a amené à faire fondre pas mal de masse musculaire, Ouais. parce qu'il y avait peu de résistance musculaire dans ses entraînements, très haut en cardio, peu de protéines consommées, trop haut déficit calorique. En plus de ça, ben, c'est très stressant pour le métabolisme de faire tout ça, parce Mhm. qu'il n'y a pas d'équilibre tant sur l'entraînement que sur l'alimentation. En fait, cette personne-là a fait violence à son corps. C'est Ouais. fait violence, en fait, tout simplement en disant vas-y, il faut que je perde du poids, donc va falloir que je me dépense à fond et il va falloir que je mange le moins possible. Mhm. Et en fait, c'est ça qui génère ce type de résultat où, ben oui, on perd beaucoup de poids, mais quand on est en maillot de bain ou quand on est nu face à son miroir, ben, on se plaît pas du tout en fait. Mhm. Mais alors, je sais pas, mais combien à peu près de personnes, de tes clients arrivent et font ce genre d'erreur ou ce genre de choses? Parce qu'en fait, moi, la question que je me pose, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu. Même moi, à l'époque où je voulais voilà, perdre des kilos, etc., c'était
cardio, pas de glucides, manger très peu, etc. Puis c'est quelque chose qu'on entend fait partout, puis qu'on voit partout. C'est pas du tout démocratiser le fait que on va perdre du muscle et qu'on n'est pas du tout en train vraiment de se construire une shape et que je sais pas pourquoi en fait c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez selon toi? Pourquoi est-ce que les informations justes et vraies ne sont pas accessibles aussi facilement? Pourquoi ces fausses informations? Euh, Déjà parce que les informations, elles évoluent constamment. Il y en a énormément depuis le fitness. Là, ça a vraiment pris de l'ampleur sur les 20 et encore plus sur les 10 dernières années. Et encore aujourd'hui, moi, les formations que j'ai fait il y a 8 ans, il y a déjà presque, allez, je vais être gentil, mais 30% des choses que j'ai appris qui sont maintenant erronées. On a dû réapprendre d'autres choses, etc. Donc ça bouge vraiment vite. Surcharge d'informations sur Internet. Comment aussi les gens recueillent leurs informations. Ils vont sur Internet. Donc là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup qui sont contradictoires, très difficile de faire la part du vrai et du faux. Ensuite, ils vont se renseigner auprès des gens qui côtoient dans la salle de sport. Mais là, c'est pareil, c'est un petit peu plein de croyances différentes, etc. Puis chacun a sa sauce de la réussite parfaite pour être en shape. Après, les gens vont aller voir les personnes auxquelles ils accordent plus de crédibilité. Donc, ça va être les personnes qui sont soit déjà en shape, en super shape, les influenceurs, etc., qui, dans tous les cas, la grande majorité était déjà même en shape avant même de se mettre à l'entraînement. Ils ont des super génétiques, etc. Donc, ils vont se fier à ce que eux proposent, mais qui bien souvent, malheureusement, sont pas diplômés, sont pas certifiés, n'ont pas de connaissances précises là-dedans. Ou alors, ils vont se renseigner auprès de ceux qui ont le plus de légitimité, les médecins. Enfin, en tout cas, le plus de confiance. Ouais. Le problème, c'est que la vérité, c'est que les médecins, j'avais appris ça quand j'avais questionné un étudiant en médecine qui avait finalisé son cursus. Je me disais, putain, en fait, Aymeric, dans notre cursus de médecine, on n'a même pas, sur les 10 ans qu'on a, on a à peine 3 mois de nutrition et c'est vraiment, on apprend à peine ce que c'est des calories, des protéines, des glucides, ça s'arrête là, on n'est pas des nutritionnistes. C'est fou. Mais le truc, c'est que le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant, ouais, mon médecin, il m'a dit de faire ça, ça, ça au niveau de ma nutrition, et que c'est même pas bon pour la santé ce que la personne propose, je me dis mince, parce que moi en tant qu'entraîneur, je me vois même pas lui dire écoute, ce que ton médecin a dit, c'est pas top. Parce que je me sentirais pas très légitime de lui dire ça, mais en même temps, le truc, c'est que il y a des choses sur lesquelles je suis convaincu que c'est pas top. Ouais. Donc voilà. Et c'est ce qui sème la pagaille, où les gens savent plus qui croire. Et surtout même au niveau des entraîneurs, il y a les entraîneurs qui sont certifiés en nutrition, puis c'est une minorité, puis il y a les entraîneurs qui sont juste certifiés en entraînement, parce qu'à la base, le diplôme, c'est apprendre aux personnes à s'entraîner, c'est la biomécanique de mouvement, c'est atteindre des objectifs. Mais la recomposition corporelle, c'est obligatoire de passer par l'alimentation. Et ça demande une formation annexe obligatoire, qui n'est pas donnée dans le diplôme d'entraîneur. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est très compliqué, tu vois, je savais même pas ça, que pour la recomposition corporelle, ça voulait dire que ça incluait l'alimentation et donc il fallait un diplôme en plus, parce que tu te dis, je vais m'y mettre sérieusement, je vais aller voir un coach sportif, puis en fait tu le sais pas, mais la personne est juste diplômée en fait en activité physique, en entraînement, pas se blesser, etc., mais va te préparer un programme alimentaire, on va te dire voilà, arrête les glucides, etc. Moi ça m'est arrivé. Oui. Je faisais 2 cours par semaine, puis on m'avait dit juste arrête les glucides, tu vas voir, tu vas perdre du poids. Puis je comprenais pas, parce que c'était quelque chose qui était difficile pour moi d'accepter. Pourquoi tu veux que j'enlève une de mes sources alimentaires qui est tellement importante pour mon cerveau? Puis je l'avais fait quelques temps, puis j'arrivais plus à me concentrer ni rien. Mais c'est juste fou à quel point c'est notre santé, puis on ne sait absolument rien là-dessus. On sait absolument rien là-dessus. Puis par rapport aux influenceurs, tu disais tout à l'heure, qui soit ont déjà commencé avant, qui avaient déjà une base ou qui ont une bonne génétique. Je pense que c'est important aussi de pointer que pour chaque personne, c'est tellement différent. Et il y a beaucoup de personnes qui suivent sur les réseaux sociaux des programmes d'influenceurs qu'elles font chez elles et que ça marche pour elles. Mais ça va pas marcher pour toi forcément, parce que t'as pas du tout le même corps et tout. Et donc, il y a aussi un énorme mensonge que ne suivez juste pas en fait ce que les autres personnes font. Essayez de vous focuser sur vous et vos besoins à vous. Et du coup, si là, je suis une cliente type à toi, puis j'arrive et je te dis, voilà, ces 3 derniers mois, j'ai fait beaucoup de cardio, j'ai arrêté les glucides, j'ai perdu 10 kilos, mais je suis pas bien en maillot. Là, toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que là, en fait, je lui explique
comment, en fonction de l'objectif qu'elle me donne, etc., avec précision qu'on va déterminer, là, je vais lui expliquer, admettons, voilà, ce qu'elle voulait, c'était, oui, certes, pas avoir un trop haut taux de matière grasse, se sentir quand même esthétique, athlétique, avoir une bonne, une bonne tonicité au niveau des membres, etc. Dans ce cas-là, je vais expliquer, OK, on a besoin, par rapport à là où tu pars, on a potentiellement besoin de regagner un peu en masse musculaire. De deux, on a besoin de, de t'aider à reperdre en masse graisseuse à côté de ça. Cependant, là, tu es arrivé à un stade, admettons, c'est ce qu'on appelle, désolé du terme, mais c'est ce qu'on appelle les personnes qui ont perdu beaucoup de poids, qui ont encore un petit peu de stock graisseux, les petits bourrelets qui veulent absolument pas partir, c'est pas possible. On appelle ça des skinny fat, c'est des personnes minces, mais encore avec des stocks graisseux, un body fat un peu trop haut, qui dans les vêtements, on se dirait, cette personne est super mince, etc., mais elle a encore un taux de matière grasse un peu trop. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, elle a tellement stressé son métabolisme, tellement stressé son corps, que le corps, en fait, active des mécanismes pour empêcher le corps de déstocker davantage. Parce que le corps, c'est une machine à l'avant tout de survie. Et on a des mécanismes en nous qui nous ont permis de traverser des longues périodes de famine dans l'histoire et de tolérer justement d'avoir une très très haute dépense énergétique et une très 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 bas apport en énergie. Et pour ça, en fait, le corps, il est capable d'arrêter de déstocker de l'énergie, principalement le gras. Parce que la masse musculaire, la masse musculaire, c'est une énergie, mais qui est énergivore. Okay. Ça veut dire qu'elle, pour subsister, pour rester là, elle demande une dépense en énergie. Ouais. Alors que le gras, non. Le gras, pour être là, je pourrais me mettre 10 kg de masse graisseuse sur moi-même. Mon métabolisme de base va pas énormément augmenter. Par contre, si je me mets 10 kg de masse musculaire de plus sur moi, mon métabolisme de base va énormément augmenter parce que les cellules musculaires demandent énormément d'énergie, donc de calories, pour rester là. Donc le corps va éliminer dans un contexte de survie tout ce qui peut demander de l'énergie. Il veut être le plus économique possible. Donc il enlève le glycogène musculaire plus facilement, mais il va bloquer les mécanismes pour éviter de déstocker les stocks adipeux dans les cellules. Donc ça fait l'effet inverse au final. Exactement. Ça fait une personne qui déstocke beaucoup de masse musculaire, mais qui déstocke pas tant que ça en termes de ratio de la masse graisseuse, qui perd du poids sur la balance, qui mincit dans ses vêtements, mais qui malheureusement n'a pas un look athlétique quand elle est toute nue, tout simplement. Parce qu'en fait, du coup, la personne a perdu du muscle. Exact. Donc c'est le poids qu'elle a perdu, c'est son muscle, mais le gras reste. Pas que du muscle, on peut pas perdre que du muscle bien sûr. Ou que du gras. On perd toujours une proportion des deux, avec un pourcentage plus ou moins élevé de l'un et de l'autre. Mais principalement. Trop de masse musculaire par rapport à ce que la personne perd en gras. Ouais. Et donc cette personne-là, qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui expliquer, ok, il va falloir qu'on arrête carrément de faire du cardio pour l'instant. Alors en cardio aussi, parlons-en, le cardio... Ce que moi je vais recommander dans de la recomposition corporelle, même de la transformation physique, il faut savoir que même les bodybuilders, c'est ce type de cardio-là qu'ils font pour aller sur un stage à 6% de body fat. C'est de la marche active. Ils vont se mettre sur un tapis roulant, ils l'inclinent, ils vont mettre un 3,5 à 5,5 km/h et ils vont faire ça pendant 30 minutes, 40 minutes, voilà. Pourquoi ? Parce que ça, par rapport à la demande en récupération que ça demande derrière, c'est hyper rentable. Parce que pour récupérer d'une marche, ça va vite. Pour récupérer d'un cardio de 30 minutes, ça va pas vite. Le corps a besoin de beaucoup plus de temps de récupération. Donc on peut, sur une semaine, si on bâtissait une programmation de cardio avec pour objectif de dépenser le plus de calories possible, la marche a un potentiel de dépense énergétique bien supérieur finalement à du cardio où je vais courir, où je vais faire des cours collectifs d'1 heure de cross-training, etc., où je vais être rincé à la fin. Ça, on peut pas en faire 6 dans la semaine. Pas possible. Et si je quantifie le nombre de calories perdues avec 6 cours de cross-training versus 6 ou 7 marches de 30 minutes, la marche va être supérieure. Ok, donc la marche, ça veut dire que tous les cardios ne se valent pas. Non, bon, pour plusieurs raisons, mais là, je pense que je vais rentrer sur des points trop techniques. Mais oui, il y a des cardios... plus un cardio est court et intense, plus il va avoir tendance à taper dans le glycogène musculaire. Plus un cardio est de faible intensité, mais long sur la durée, plus le corps va déstocker un peu plus de lipides
que de glycogène musculaire, donc un peu plus de... J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu plus nuancé que ça, les choses, mais c'est plus apprêté pour de la perte de gras. Voilà, D'accord. tout simplement. Ok. Donc cette personne-là, tu lui conseillerais d'arrêter le cardio ou en tout Voilà. cas de faire de la marche active. Exactement. La majorité de mes élèves ne font même pas de cardio. Ouais. C'est-à-dire que, surtout les débutants, je leur mets pas tant de cardio que ça. Quasiment 90% de la programmation, c'est de la musculation, c'est de la résistance musculaire. Ok. Pourquoi ? Parce que, déjà en faisant de la musculation, ça crée une dépense énergétique, surtout par rapport à quelqu'un qui était sédentaire, quoi qu'il arrive. Maintenant, cette personne qui avait une haute dépense énergétique en faisant plein de cardio, oui, certes, si on rebâtit tout en musculation, il y a moins de dépenses énergétiques, je suis d'accord. Mais la chose étant que la personne, dans tous les cas, elle est dans un cul-de-sac parce que son déficit calorique est trop gargantuesque. Ouais. Donc, il faut ramener le corps à un déficit calorique beaucoup plus léger, proche de son maintien calorique. Ça va déstresser le corps, le système hormonal va se relancer, les mécanismes de déstockage de gras vont se relancer. Et donc, en ayant moins de déficit calorique, la personne va être capable de plus facilement reperdre en gras, de relancer la machine tout simplement. Puis de se tonifier aussi avec la musculation, puis de reconstruire un peu de la masse musculaire. Exactement. Puis ça va redonner un meilleur look derrière. Ouais. Ok. Voilà. Donc ce serait vraiment de la musculation du coup. Exact. Et je ne sais pas s'il y a une différence, tu vas me dire, mais c'est quoi en fait quel type de musculation est plus efficace? Quel type d'entraînement est plus efficace? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par type d'entraînement? Je pense qu'on en avait parlé rapidement, mais c'était, tu m'avais parlé notamment des bases, je pense que ce type-là d'entraînement. Oui, alors c'est vrai que c'est pour ça je voulais découper le sujet du jour en 3 points. Bien sûr. On va parler d'entraînement, on va parler d'alimentation, puis on va parler d'organisation mise en application. Pour justement, le but, c'est quoi la stratégie qui est la plus efficace possible pour mener à bien un objectif de recomposition corporelle. Au niveau de l'entraînement, pareil, énormément d'incohérences, même si je parle d'entraînement musculaire. Je l'ai expliqué du coup, le meilleur type d'entraînement, c'est un entraînement avec résistance musculaire. Il y a principalement 2 types d'activités aujourd'hui qui répondent bien, c'est la musculation, la natation, parce qu'il y a de la résistance musculaire. Cependant, la musculation est quand même, à mon goût, bien plus qualitatif. Pourquoi ? Parce qu'on peut axer le volume d'entraînement pour chaque groupe musculaire indépendamment. On peut vraiment, adapter les choses en fonction de quel retard musculaire on veut rattraper, qu'est-ce qu'on veut travailler davantage. La natation, malheureusement, c'est général. Pour avancer, on est obligé de tout utiliser. Quoi. Donc, c'est global. Enfin bon. Donc la musculation, c'est super, c'est parfait pour ce genre d'objectif-là. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, même là-dedans, beaucoup de pratiquants s'égarent, partent un peu dans tous les sens. Beaucoup de styles d'entraînement qui ne fonctionnent pas. Alors, je reprends ce profil-là, on va l'appeler comment? On va l'appeler Jacqueline. Jacqueline, 34 ans. C'est ma belle-mère, Jacqueline. Je prends un autre prénom, Virginie. Personne n'a une cousine Virginie ici. Ok, Virginie, 33 ans, voilà, elle a perdu 10 kilos en 3 mois, elle se sent pas bien dans son corps. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, style d'entraînement. Attends, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on a dit? La musculation, en gros, on parlait de Virginie, du coup, et l'idée, c'était de lui faire un entraînement type, j'imagine. Ouais, alors, beaucoup de personnes, voilà. Par exemple, admettons, je ne l'avais pas encore reçu, ce prospect-là, cette cliente-là. Elle était dans la salle, toujours ce même objectif, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des erreurs au niveau de la manière de s'entraîner en musculation pour plusieurs raisons, pour 2 raisons principales. Les peurs et les croyances. C'est-à-dire que, excusez-moi, je fais une généralité, mais c'est vrai que les femmes ont souvent plus de peur au niveau de la musculation que les pratiquants hommes. Ils en ont quand même, mais les femmes en ont quand même plus de limites, on va dire, qu'elles ne veulent surtout pas atteindre. Oui, tout à fait. La principale, je veux pas prendre trop de muscles, je veux pas être trop musclé. Donc, pour pas être trop musclé, qu'est-ce que font les femmes quand elles s'entraînent? Elles utilisent pas beaucoup de charge, elles évitent de soulever trop lourd. Alors, entre guillemets, elles ont raison, parce que plus on soulève lourd, plus il y a un pouvoir hypertrophiant de l'activité, donc ça va développer de la masse musculaire. Mais aussi, les croyances. Les croyances, c'est que souvent, si je veux avoir une bonne dépense énergétique,
faut que j'ai beaucoup sué, faut que j'ai eu beaucoup de brûlures C'est vrai. musculaires, Mhm. faut que j'ai beaucoup de courbatures. Si j'ai pas ces 3 éléments-là, je considère que ma séance n'était pas très efficace. Ouais, il faut Alors, souffrir, entre guillemets. Il faut le sentir, exactement, en fait. Il faut vraiment le exactement. sentir. Ouais, Ça, c'est la croyance. c'est vrai. Donc, Mhm. qu'est-ce que font à partir de cette croyance-là, les gens s'orientent sur des styles d'entraînement très intenses. Alors, peu de charge, on a dit, Mhm. toujours pour cette fameuse, ce Virginie. prospect Virginie. Peu de charge, je m'entraîne plutôt en endurance. Je vais beaucoup rechercher de la brûlure musculaire, à suer. Donc, Ouais. je vais choisir plutôt des enchaînements d'exercices en circuit ou en superset, ou, etc. Très peu de temps de pause. Parce que sinon je me repose trop, je vais pas suer. Mhm. Également, beaucoup d'exercices pliométriques. Je vais faire beaucoup de burpees, jumping jack, du Ouais. mountain climber. Je vais faire tout ce qui peut générer le plus de sensations de cardio. Mhm. Et voilà, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme croyance ouais, non, je pense que j'en ai ciblé pas mal. Ah, Ah je oui, pense que... autre croyance, il faut varier souvent. Parce que Mhm. sinon, j'ai entendu dire que le muscle il s'adapte. Et donc, du coup, il faut tout le temps varier. Il faut limite que chaque séance soit complètement différente. Comme Mhm. ça, parce qu'on le sait, à chaque entraînement qui est complètement différent, j'ai de nouveau des bonnes courbatures. Ok, Alors que ouais. quand je fais toujours la même chose, j'ai plus de courbatures. Donc, ça veut dire que mon entraînement est plus Ça efficace. marche plus. Exactement. Donc, ajoutons à cela que chaque séance, et en plus de ça, tout le temps différente, je varie un maximum. C'est pour ça d'ailleurs que les cours co, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils bâtissent les choses, parce que les Ouais. cours collectifs, malheureusement, leur but c'est de fonctionner, d'attirer Ouais. le plus de monde possible, et donc de s'adapter aux croyances. Et c'est pour ça que les cours collectifs, c'est très cardio. Généralement, on essaye de tout le temps changer de gamme d'exercices, de Mhm. style. Euh, Puis c'est ça, peu de charge, faut que ça brûle, etc., etc. Ouais. Ça correspond à toutes les croyances que les Tout à gens fait, veulent ouais. retrouver dans l'entraînement. Mais c'est dommage parce que quand on va justement à un cours collectif, si on n'est pas expérimenté, c'est pas ce qu'on fait dans la vie. On se dit, bon, bah, eux, c'est des professionnels, donc s'ils nous proposent ça, en fait, ça appuie encore plus sur la croyance. On se dit, bah, s'ils proposent ça en cours collectif, c'est que la croyance, elle est vraie. Exact, Donc c'est un cercle vicieux, en fait. exact. C'est. Yeah. Alors que finalement, et là j'en viens avec la solution, au niveau de l'entraînement, ce qui va fonctionner pour la recomposition Mhm. corporelle, même pour une femme, cette Virginie qui souhaite regalber son fessier, avoir un ventre plat, se sentir plus athlétique, etc. Pour atteindre cet objectif-là, il va falloir qu'elle se remette à la musculation, mais de manière beaucoup plus traditionnelle. Et je fais toujours des parallèles avec le bodybuilding, parce que finalement, c'est les athlètes qui veulent présenter le physique le plus extraordinaire possible. Alors on Mhm. aime, on n'aime pas, il y a des compétitions un petit peu plus bikini fitness, men's Ouais. physique, etc. C'est moins bodybuilding, mais dans tous les cas, le but c'est d'amener le corps à la plus belle définition Mhm. musculaire possible, etc. Puis ces personnes-là font toutes de la musculation traditionnelle. Vous verrez jamais un bodybuilder ou une femme qui prépare un bikini fitness faire un cours collectif. Vous la verrez jamais faire des burpees, etc. Ils sont tous sur de la musculation traditionnelle parce que c'est ça qui génère le plus de résultats. Yeah. Pour la peur de gagner trop de masse musculaire, faut savoir que de gagner de la masse musculaire, ça demande énormément d'efforts. Ça Mhm. demande aussi un plan alimentaire très adapté à ça. Et admettons, par malheur, la Virginie se réveille 3 mois plus tard avec un peu trop de biceps à son goût. C'est quand même relativement très facile de reperdre de la masse musculaire. En tout cas, c'est bien plus facile que d'en gagner. Ok. Donc, pas d'inquiétude avec ça. Pas d'inquiétude. Alors j'aimerais juste rebondir sur, tu disais, les bodybuilders, etc., font de la musculation traditionnelle, mais pour un auditeur qui sait pas forcément ce que c'est, qui débute, c'est quoi de la musculation traditionnelle? Musculation traditionnelle, ouais, c'est vrai qu'il faut que je précise davantage. Musculation traditionnelle, ce que j'entends par là, c'est vraiment de revenir à la source de l'entraînement. Mhm. Le corps a un nombre limité de mouvements, quoi qu'il Mhm. arrive. Chaque muscle a généralement entre 1 à 2 mouvements possibles. Mhm. C'est ça. Et ce qui fait que la variété d'exercices qu'on peut faire sur un muscle, elle est quand même assez grande, mais elle n'est pas non plus infinie. Et que finalement, ce qui compte, c'est de revenir sur les exercices de base. Donc, il y a les exercices au poids de corps, Ouais. squat, pompe au sol, traction, tout ce qui est exercice d'abdos, etc. Il y a les exercices à la machine. Les machines guidées sont géniales. Pourquoi? Parce qu'il y a une très bonne stabilité. Le mouvement est guidé. Donc, on peut, comment dire, plus il y a de stabilité, plus les muscles sont capables de mieux travailler, etc., Mhm. de mieux se développer. Il y a aussi les exercices au poids, avec des charges. Il y a les exercices avec des poulies, des câbles, etc.
tout ça, c'est selon moi la musculation traditionnelle. Mhm. Puis c'est de revenir sur ces mouvements de base finalement. Ouais, parce que je pense que ça a été tellement... C'est un business malgré tout, donc il y a beaucoup de nouvelles Oui, tendances, exact. de nouveaux sports, de crossfit, de machin, etc. Et en fait, on en oublie justement ces bases et ces Oui, exercices qui sont simples, entre gros guillemets, mais qui sont en fait le plus efficace et simplement revenir à ces sources-là. oui. Mais alors du coup, c'est vrai que c'est vraiment intimidant, la salle de sport. Mhm. C'est intimidant quand on n'a pas forcément l'habitude et qu'on connaît pas du tout. Ce serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut débuter? Est-ce que selon toi, c'est pas que c'est indispensable, mais il faut vraiment passer par un coach? Ou alors, une personne qui ne s'y connaît pas du tout peut très Mm, mm. bien prendre des informations et essayer de comprendre comment faire. Mm, mm, mm. Ben, la musculation, c'est une activité physique comme toutes les autres, Ouais. dans le sens où, comme toute activité physique, tu veux faire demain du tennis, tu veux faire de l'équitation, Mhm. t'as beau t'acheter le cheval, si personne t'apprend à le monter, tu peux l'essayer toute seule, tu peux regarder des tutos YouTube, tu peux demander à une copine qui a déjà monté un cheval comment on fait. C'est sûr que de passer par un professionnel, ça va plus vite, c'est plus sécuritaire, c'est plus d'efficacité. Maintenant, bon, quand même, la musculation, il y a quand même énormément d'informations sur Internet. Le problème, on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est Mhm. comment faire le tri, qu'est-ce qui est Ouais. bien, qu'est-ce qui est pas bien. Au jour d'aujourd'hui, de toute manière, toutes les salles de sport, toutes celles que je connais en tout cas, quand tu t'inscris à une salle de sport, dans ton abonnement, il y a souvent une consultation offerte avec un entraîneur Mhm. d'une heure. C'est l'occasion justement pour demander déjà des premiers renseignements, même au niveau de l'entraînement, comment je peux utiliser mes machines, etc. Il y a du personnel sur les plateaux d'entraînement. Ouais. Ça coûte pas d'argent de demander est-ce que tu peux me montrer comment on exécute bien Mhm. ce mouvement-là, etc. Donc, c'est ça, je pense qu'il y a suffisamment de ressources, même sur place, pour ne pas trop s'égarer trop loin et Mhm. de faire quand même quelque chose qui est cohérent. C'est ça, après, c'est sûr d'avoir un entraîneur, tu achètes de la vitesse, tu achètes de la sécurité, tu achètes Le de savoir-faire. l'efficacité, Mhm. c'est ça. Ouais. Ça Puis, t'évite de faire toutes les erreurs que l'entraîneur a fait quand lui, mhm. il était tout seul, sans formation. Tout à fait. Puis surtout aussi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'en parle pas assez, c'est oui les résultats, mais aussi les blessures. On peut facilement blesser si on ne fait pas les mouvements de la bonne façon. Oui. Et ça, c'est quand même important de s'entourer des bonnes personnes Mm, parce que mm, mm. sinon, c'est un peu compliqué. Alors du coup, si on revient à Virginie, donc on lui avait dit que il fallait qu'elle revienne aux bases, Oui. qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de trop gonfler parce que c'est pas non plus comme ça que ça se Elle se passe. réveillera pas demain en Arnold Schwarzenegger, C'est ça. ça serait un rêve, pour beaucoup d'autres en tout cas. C'est clair. Et du coup, les autres peurs, enfin les autres croyances, il y avait la croyance qu'il fallait suer, 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 suer. Exactement. Donc, déconstruisons cette croyance. Il faut pas suer pour que ce soit efficace. Non, en fait, faut que l'entraînement soit challengeant. Faut Mhm. que l'entraînement ait un niveau d'intensité où on sort de sa zone de confort, où on est proche de sa limite. On se met pas non plus dans le noir, on se met pas dans un état où oh, je vois des étoiles, j'ai Ouais. limite envie de vomir. Mhm. Mais le but, c'est voilà, c'est de se challenger. C'est sûr que si on soulève des poids, mais que ok, ma série de 10, j'aurais pu en faire 5 ou 10 autres répétitions supplémentaires, on est complètement dans une zone de Le confort. Mhm. Le corps génère peu d'adaptation, donc il y a peu de résultats à faire ça. Mhm. Donc il faut trouver un bon juste milieu de niveau d'intensité. Ouais. Dans tous les cas, personne ne va transpirer, mais Ouais. c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'avoir le cœur qui monte à 180 battements par minute, c'est pas forcément le but. Moi, personnellement, c'était pas, quand je faisais ce type d'exercice, c'était pas du tout un kiff. C'est parce Oui, que il y en a qui t'es en apprécient, mais il y en a, ils souffrance. aiment pas du tout. Moi, j'étais en souffrance et depuis Oui. que j'ai fait de la musculation, je suis beaucoup plus régulière dans les cours, enfin dans le processus parce que je souffre moins en fait. Donc, je Mhm. peux plus apprécier ce que je fais. Oui. Donc, je trouve que c'est aussi une clé pour les personnes qui veulent se remettre au sport et qui ont l'impression qu'ils doivent souffrir et faire énormément de cardio et vraiment, genre, vraiment être en mode j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais non, Mhm. pas du tout. Vous pouvez aussi faire d'autres types d'exercices et de la musculation et vraiment profiter et aimer le processus. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Pour appuyer tout ce que je raconte, j'ai une petite anecdote. Ouais. Il y a des années en arrière, c'était pendant le Covid, début Covid, étant donné qu'on ne pouvait plus exercer nos activités, Mhm. on a postulé dans une entreprise avec Marine, Mhm. qui était à Dubaï, qui Mhm. est, selon moi, c'est une entreprise internationale de coaching qui est spécialiste et qui sont les leaders dans ce domaine-là, dans la transformation physique. C'est vraiment
transformation physique que tu vois dans les acteurs de cinéma, etc. Des trucs incroyables, mais c'est avec monsieur et madame tout le monde. Ouais. Et donc, l'entretien physique qui s'était déroulé là-bas sur place, bon, ça n'a pas abouti parce que le Covid est tombé même là-bas et finalement, tout a été annulé. Mais en tout cas, lors de l'entretien physique qu'on avait là-bas, il fallait faire un cas d'étude auprès pareil, de comment on est en train de faire là, de voilà, il y a tel prospect, il arrive, voici ses objectifs, voici ses antécédents, bâtis-lui une programmation d'entraînement alimentaire, etc. Et donc, au niveau de la programmation d'entraînement, moi, forcément, c'était un entretien, donc mon but, c'était de mettre toutes mes connaissances possibles, dans mon trait plein la vue. Et la première remarque que m'a fait l'entraîneur m'a dit ok, l'examinateur m'a dit ok, c'est bien Aymeric, mais ça va bien trop loin tout ce que tu donnes. En vrai, pourquoi tu demandes autant de choses à ton élève? Par exemple, je m'en souviens, l'entraînement de jambes, j'avais fait énormément de choses pour amener le client, qui était un client sédentaire, quelqu'un qui faisait du bureau, à arriver à faire un mouvement de squat, etc. Il me disait, Aymeric, pourquoi tu ne le mets pas juste sur la presse à jambes traditionnelle? Je disais, comme ça, au moins, il arrivera plus tard à faire du squat, c'est bien, etc. Il me disait, Aymeric, dans tous les cas, un muscle est un muscle, dans de la recomposition corporelle, dans de la transformation physique, que ton client sache faire du squat ou que ses jambes se soient bâties sur de la presse à jambes, ça revient au même, un mouvement est un mouvement. En fait, tu complexifies trop les choses. Et t'as pas besoin d'un niveau de complexité aussi intense pour générer des résultats incroyables. Et c'est là où ça m'a... depuis ce jour-là, donc ça fait depuis 4 ans à peu près, j'ai énormément simplifié mes structures d'entraînement. Je suis revenu énormément à la base des choses. J'essaie pas de réinventer la roue, de mettre des élastiques à mes élèves dans tous les sens pour donner une dimension un peu plus fancy à l'entraînement. Je reviens sur de la base à la base, et le niveau de résultat de mes élèves, que ce soit en performance, mais même aussi en termes de résultats sur la composition corporelle, a au moins doublé. C'est-à-dire que le niveau de résultat client que j'ai depuis que j'ai changé la structure d'entraînement et que je l'ai resimplifié, je suis revenu à la source, j'ai au moins doublé les résultats de mes clients de manière générale. Il y a d'autres facteurs qui font que nos résultats clients ont énormément évolué, mais l'entraînement a clairement... en le simplifiant, j'ai vu vraiment la différence de résultats derrière ça. Mais je me suis dit, on perd beaucoup trop de temps en fait à essayer d'épater le monde, à essayer de... Puis surtout, je pense que en tant que cliente, on n'a pas besoin de ça, genre. Dans le sens, moi, ce que je veux, c'est des résultats. Oui. C'est que tu me fasses au squat ou à la presse. Moi, c'est pas... moi, je veux juste mes résultats. Et je veux juste profiter de ma séance et que ça me fasse vraiment libérer mon esprit, etc. Mais je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de toute cette complexité. Puis je trouve que ça rajoute de la complexité des fois auprès des clients en mode je suis pas capable de faire ça toute seule, etc., etc. Alors que rendre ça aussi plus simple, ça démystifie la musculation. Genre. Je vais donner un avis, mon avis là-dessus. Ce que je voulais dire, c'était que faut comprendre, un entraîneur à la base, le but, c'est de se promouvoir, de séduire des éventuels prospects et que le prospect se dise « Waouh, cet entraîneur, il est incroyable, je veux être son prochain élève. » Le truc, c'est que quand on est diplômé, on nous a appris à faire de l'entraînement de manière classique, etc. parce que c'est ce qui est efficace. Sauf que on a envie, sur les 2 premières années, c'est souvent maintenant comme ça que j'arrive à repérer un jeune entraîneur par rapport à un expérimenté, c'est que souvent les jeunes entraîneurs veulent sortir du lot, veulent montrer qu'ils ont de la légitimité, qu'ils sont capables d'eux, et ils veulent se faire voir auprès des prospects. Quelle est la meilleure manière de se faire voir que de faire des choses incroyables à son client sur des demi-ballons en équilibre, en train de faire un squat à une jambe, etc. Les gens remarquent et se disent « Waouh, incroyable ce qu'il fait faire avec ses clients, ça doit être un super entraîneur. Alors qu'en fin de compte, c'est juste du show. Mais c'est normal. Au début, tu sais pas, tu cherches ton style d'entraînement aussi. Donc, tu as envie de sortir un peu de ce qu'on t'a appris et d'apporter ta propre patte et ta propre identité. Donc, c'est normal. Mais en tout cas, pour en revenir, au sujet de l'entraînement, je pense que tout ça, ça résume bien le fait que les exercices de base, ça suffit et c'est genre complètement. Vraiment... Faut performer en fait sur la base. C'est ça le but. C'est ça. Rester sur ces mouvements de base qui existent depuis maintenant 50 ans et juste de performer là-dessus. Plus on est stable, plus on est fort sur son exercice, plus on est capable, je sais pas moi, de moins prendre de temps de repos, de faire plus de répétitions, etc. Plus le corps progresse en fait. Donc voilà.
C'est Super. ça l'entraînement pour moi efficace. Ouais. L'entraînement de base sur lequel on performe. Parfait. Bah alors, je pense qu'au niveau de l'entraînement, Ah, on a bien... on a répondu à pas mal de questions. Exact. Alors, on va passer à l'alimentation, qui est quand même un gros sujet, gros En point. réalité, il va être plus court Il va être que plus court. l'entraînement. Oui. Allez, c'est bon, ça me va. Donc, Virginie, on a son alimentation, on sait ce qu'elle a fait ces Enfin, ces 3 derniers mois, on Oui. sait ce qu'elle a fait, Oui, qu'elle a mangé exactement, ces oui, 3 oui. derniers mois. Déjà, avant de parler de Virginie, qu'est-ce qui revient le plus auprès de tes clients ou des Oui. personnes qui viennent te parler? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas juste j'ai arrêté Oui. les glucides, Très bonne il doit y question. avoir beaucoup de choses. Exact. Alors, dans les incohérences que je note le plus récurrent, déjà, Ouais. c'est les personnes qui, malheureusement, comment dire, ont compris une chose, un élément qui est, oui, véritable. Pour perdre du poids, pour perdre du gras, il faut générer un déficit calorique, Mhm. soit par une augmentation de la dépense énergétique, soit par la diminution de la consommation d'énergie, et donc l'alimentation. Ouais. Donc forcément, premier réflexe, faut que je mange moins. C'est plutôt vrai, Mhm. mais à énormément nuancé. Oui. Bon, le problème, c'est que manger moins, ça veut dire je vais peut-être manger moins de repas dans ma journée. Mhm. Donc, je vais peut-être retirer le petit-déj. C'est généralement l'endroit où éventuellement j'ai peut-être le moins faim. Le midi, j'ai pas encore hyper faim, donc je suis capable de peut-être tolérer un petit repas, un petit snack dehors, etc. Par contre, le soir, j'ai la dalle parce que j'ai tellement pas mangé dans la journée que là, je vais rattraper. Puis, vu que j'ai pas beaucoup mangé dans ma journée, je peux me permettre une grosse assiette réconfortante, plus ma journée a été compliquée, etc. Ça, c'est un schéma assez traditionnel. Ouais, hein. Donc, Mhm. c'est les personnes qui tombent dans des déficits caloriques beaucoup trop énormes. Mhm. Ça, c'est le premier scénario qui revient souvent. Deuxième scénario, c'est les personnes qui ont essayé ce scénario-là, puis qui se sont rendus compte que ça fournit des résultats sur les 2 premiers mois, puis après, ils s'engouffrent dans un cul-de-sac dans lequel ils s'en sortent plus. Mhm. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, c'était peut-être pas la bonne stratégie, peut-être en fait, il me faut une diète très spécifique. Puis là, on rentre dans, je vais faire une diète cétogène, Ouais. keto, je vais faire une diète paléo, je vais faire du jeûne intermittent, je vais faire du low carbs, Ouais. j'élimine tous les glucides. Ouais. Voilà, et là on tombe dans des croyances de c'est ça en fait le secret. C'est pour ça que le premier essai que j'ai fait, il a échoué, j'avais pas une diète. Sauf que là, pas pareil, c'est une vraie catastrophe, c'est pas tenable. Il y a des gens pour qui ça peut être très bien ce genre de diète. Moi, ce que je dis toujours, c'est une diète, tu dois être confortable, pas sur du court terme, mais sur du long terme. Ouais. Il faut pas que ça t'empêche, il faut pas que ça génère de frustration, déjà Mhm. numéro 1. Il faut pas que ça t'empêche de voir tes amis. Faut pas que ça t'empêche d'assister à des événements. Faut pas que ça t'empêche de vivre ta vie de famille normalement. Voilà. Faut que ça soit adapté à ton environnement. Si tu as envie de jeûner, si tu as envie de faire une diète cétogène ou autre, et que ça coche toutes les cases et que tu es super épanoui et heureux, tant mieux, pourquoi pas. Bien qu'encore, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails avec le cétogène, etc. Mais en tout cas, mais là, on s'entend que 9 personnes sur 10, peut-être même 9,9 personnes sur 10 qui font ce genre de diète, ça leur convient, ça coche jamais toutes les cases. Mhm. Ils génèrent de la frustration. Donc, ils tiennent ça sur du court terme, après 12 semaines généralement, 12 semaines, 6 mois maximum, puis ils abandonnent parce Ouais. que c'était intenable sur du long terme. Donc, les diètes, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau de l'alimentation? Oui, gros manque de protéines. Mhm. Parce qu'en réalité, on calcule ça en fait, la quantité de protéines qu'un individu devrait consommer, on le calcule par gramme par kilo de poids par jour. Ok, ouais. Un individu sédentaire, qui ne fait absolument aucune activité physique, métier de bureau, Mhm. qui veut juste ne pas atrophier sa masse musculaire, on est entre 0,8 à 1,2 grammes par kilo de poids. Ok. Ok. Admettons, Virginie Mhm. fait 60 kilos. Mhm. Ok. Si on prend 1 gramme par kilo de poids, elle doit manger 60 grammes de protéines par jour. Pour donner une équivalence en quantité de poulet, admettons, Ouais. 100 grammes de poulet, ça fait 28 grammes de protéines à peu près. Arrondissons ça à 30 grammes, donc il faudrait 200 grammes de poulet par jour. Ok. Malheureusement, Virginie mange déjà pas son petit déjeuner, et sur les 2 repas qu'elle fait dans la journée, il n'y en a qu'un seul qui contient des protéines. Et admettons, c'est un scénario qui arrive très souvent, hein. Et puis mes protéines, c'est 2 œufs. Yeah. Puis 2 œufs, ça fait même pas 15 grammes de protéines. Mhm. Mais elle se dit, ouais, mais c'était des protéines, j'ai mangé des protéines, etc. Donc c'est pas 2 fois moins que le ratio qu'elle devrait faire, c'est quasiment du 6-7 fois moins que serait-ce juste pour maintenir la masse musculaire telle qu'elle est, quoi.
quelqu'un qui commence, même quelqu'un de sédentaire, manger 1,5 g de protéines par kilo de poids par jour, c'est très bien, c'est excellent. Et quand on commence à être sportif, à faire de l'entraînement en résistance musculaire, il faudrait être entre 1,5 à 2,5 grammes. 2,5, ça commence à être très beaucoup, mais je dirais entre 1,5 et 2 grammes par kilo de poids, c'est excellent. Même pour quelqu'un qui souhaite perdre de la masse graisseuse, c'est encore mieux d'ailleurs d'augmenter les quantités de protéines, parce que la protéine, c'est le macronutriment parmi les 3 protéines, glucides, lipides qui génère le plus d'énergie à son assimilation, à sa digestion. Donc c'est celui qui se stocke le moins facilement en gras. D'accord. Et malheureusement, c'est ce que les gens consomment le moins. Le moins, ok. Ah ouais. Mais alors du coup, moi, si on peut rester un petit peu sur les protéines, je me souviens que tu étais végane à une époque. Oui. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est des questions vraiment qui m'intéressent au niveau du weight training, de la musculation ou du sport. En étant végane pour atteindre justement le quota de protéines qu'il faut atteindre, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça fonctionne? Parce que moi, par exemple, des fois, c'est challengeant de manger beaucoup de protéines. Tu es végane, hein, Sharon? Je suis végétarienne. Végétarienne, ok. Donc, je mange pas de viande, quasiment pas du tout. Des œufs, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile dans le tofu, les beans, etc., les haricots. Donc, est-ce que c'est possible? Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Du oui, ça marche, non, ça marche pas. Donc, c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse. Ouais. Alors, la mère nature est très bien faite. En fait, qu'est-ce qui constitue la qualité d'une protéine? C'est son taux d'absorption. C'est-à-dire que, admettons, je mange une escalope de poulet. Dans l'escalope de poulet, on a dit, arrondissons à 30 grammes de protéines. Ben, sur ce 30 grammes de protéines, combien sont réellement assimilés par le corps et utilisés pour les fonctions, etc., métaboliques? La qualité d'absorption est définie par les acides aminés contenus dans la protéine. Parce que la protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Dans les acides aminés, il y a les essentiels et les non essentiels. Les non essentiels, c'est ceux que le corps humain est capable de sécréter par lui-même. Les essentiels, c'est ceux que le corps humain ne sécrète pas par lui-même et qu'il faut impérativement chercher dans l'alimentation externe. La beauté de la chose avec les protéines animales, effectivement, pourquoi on les dit toujours meilleures que les protéines végétales, c'est qu'elles sont quasiment tout le temps parfaitement bien constituées et le taux d'absorption est souvent proche de 100%. Sachant que la protéine sur lequel on a fixé le barème de pourcentage 100%, c'est le blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, c'est la protéine la plus assimilable par le corps. Le problème des protéines végétales, c'est qu'elles sont dites incomplètes parce que souvent, elles n'ont pas tous les acides aminés essentiels dans la chaîne qui sont contenus. Et du coup, la protéine est moins bien assimilable. Donc, et c'est là où je disais, Mère Nature a bien fait les choses parce que les acides aminés essentiels qui ne sont pas contenus dans une protéine incomplète végétale se trouvent dans les végétaux. Dans les autres aliments faits par la Terre. Parce que finalement, en fait, il faut comprendre pourquoi la viande, c'est une protéine complète. C'est parce que soit c'est le travail de l'herbivore qui s'est amusé à manger des graines, de l'herbe, etc., puis qui a fait le travail à notre place, et du coup, sa protéine est complète. Soit c'est le carnivore qui a bouffé l'herbivore, et du coup, il a hérité de tout le travail. Donc, finalement, en fait, pour arriver à rendre une protéine végétale parfaitement assimilable, il faut la compléter avec... des céréales? Non, pas forcément des céréales. Avec des aliments qui contiennent les acides aminés en question. Il faut faire matcher les aliments. C'est là où c'est possible, du coup. Mais ça demande beaucoup plus de travail. C'est ça. C'est ça qui est très complexe dans le végétarisme et dans le véganisme, c'est que ça demande énormément. Ça demande beaucoup plus de travail, souvent beaucoup de rééducation. Je donne des exemples. Par exemple, on sait que les protéines contenues dans les beans, dans les haricots rouges, sont incomplètes, mais ce qui le complète le mieux, c'est le riz. Et là, on se dit, tiens, les populations aztèques, mexicaines, c'est ce qu'ils faisaient dans le temps, enfin les populations amérindiennes, c'était ce qu'ils faisaient. On se rend compte que beaucoup de plats préhistoriques qui étaient véganes, qui ne contenaient pas de viande, en fait, c'était des matchs assez parfaits pour rendre la protéine
parfaite. Assimilable, ouais. Donc, ouais, assimilable. Mhm. Donc, c'est possible, mais ça demande de bien se renseigner, de manger. Alors, on n'est pas obligé de faire des grands tableaux, de chercher sur Google, ok, c'est Ouais. laquelle qui complète laquelle, parce que là, ça devient infernal. Ouais, c'est sûr. Je dirais pour quelqu'un qui est végétarien, vegan, mange varié. Ouais, c'est Mange ça. varié parce que, oui, quelqu'un qui mange de la viande ben, a le luxe de pouvoir manger peu varié, puis ça va aller bien. Mais quelqu'un qui est végétarien ou vegan, il va falloir qu'il mange beaucoup plus varié. S'il veut ben, profiter d'une même qualité que Ouais. quelqu'un qui mange de la viande. Avoir tous les nutriments en fait Exactement. nécessaires. Ok. Donc, si on retourne à nos petits prospects qui soit font des régimes restrictifs, soit enlèvent un repas par jour, soit mangent pas assez de protéines, Mm, mm. euh, ils viennent te voir. Oui. Au niveau de l'entraînement, ça y est, tu les as recadrés. Comment est-ce que tu les recadres au niveau de l'alimentation? Alors, ça dépend énormément des problématiques alimentaires Mhm. de chaque personne. Parce Mhm. qu'il y a des personnes que leur problématique, c'est qu'ils mangent pas assez. Il y en a, c'est qu'ils mangent beaucoup trop sucré, beaucoup trop de grignotage, Ouais. ou même salé. Il y en a, c'est qu'ils boivent beaucoup d'alcool. Il y en a, c'est qu'ils n'ont aucune constance dans ce qu'ils mangent. Bref. Le problème, c'est que il y a une infinité de profils quasiment. Mhm. Et donc, le but, moi en tant qu'entraîneur, quand je reçois, donc c'est sûr à la consultation, j'ai pas assez d'éléments Ouais. pour donner une solution, mais ben, quand on commence avec un élève, on commence par une évaluation et c'est là où on a une grosse liste de questions pour comprendre la problématique et pour comprendre le comportement. Parce que l'alimentation, ben, c'est aussi quand même souvent relié à l'émotionnel, parce que la nourriture, comment dire, c'est ce qui procure le plus instantanément et en plus grande quantité la dopamine, le plaisir. Mhm. Et c'est sûr que quand on manque de plaisir dans ces journées, ben, souvent c'est les comportements qu'on retrouve où j'arrive le soir, ma journée elle était super fatigante, plein de Ouais. stress, etc. Ouais. Si j'ai pas un repas plaisir, ma journée, ben, elle est pas ouf, quoi. Ouais. Donc voilà, donc faut comprendre l'individu qu'on a en face de soi. Mhm. Et en fonction, ben là, en fait, on va regarder, soit la personne, elle a aucune fondation au niveau de l'alimentation, et puis là, le but, c'est de remettre les fondations de base. Mhm. Forcément, le résultat prendra plus de temps à venir, mais dans tous les cas, c'est un passage obligé, quoi Bien qu'il sûr, arrive. bien sûr. Donc, les fondations de base, ça va être de manger suffisamment de repas dans sa journée. Selon moi, ce qui marche le mieux, c'est quand même un minimum de 3 repas par jour, Mhm. parce que ça permet de ne pas avoir de sensation d'appétit trop aigu quand on arrive à un de ces repas. Si la personne, ben, elle a quand même des cravings, des envies vraiment de cheater au niveau de l'alimentation, d'avoir trop de repas plaisir dans sa journée, dans ce cas-là, on va mettre des collations, parce que ça Mhm. va permettre d'avoir toujours quelque chose en digestion toutes les 2-3 heures, et ça aide énormément à rester résilient à l'idée de waouh, là je me ferai un McDo, là j'ai envie de boire X, etc., de manger vraiment n'importe quoi. Ok. Euh, donc c'est ça, ça va être de réintégrer suffisamment de repas dans la journée pour que la personne n'ait pas une sensation de faim. Ensuite, ça va être forcément ben, de réaugmenter énormément le niveau de protéines pour le mettre à un bon niveau. Okay, pour que toutes les calories que la personne doit manger, ben, la proportion de protéines soit largement suffisante. Parce que ça a un gros pouvoir de satiété, ça se transforme peu en masse graisseuse, Mhm. ça alimente la masse musculaire, donc au niveau de la recomposition corporelle, ça coche beaucoup de cases. Donc c'est ça, on augmente le niveau de protéines, on s'assure que la personne mange des glucides, parce que c'est Ouais. hyper important. Ouais. Mais il y a deux choses au niveau des glucides, c'est de contrôler les quantités, il ne faut pas être non plus sur des quantités gargantuesques, et aussi on parle beaucoup de qualité des glucides. La qualité d'un glucide, elle est jugée par son indice glycémique. Il y a des indices glycémiques plutôt élevés, comme le sucre, comme le pain blanc, les farines, etc. Mhm. Enfin, les farines blanches, etc. Et on a les indices glycémiques beaucoup plus bas, où là, ça va être ben, plus du quinoa, patate douce, avoine, blé complet, les autres farines non blanchies, etc. Ouais. Et donc, ben, de réapprendre la personne à réintégrer. On lui dit pas du jour au lendemain, écoute, les pâtes, le pain et le sucre, ciao, il n'y en a plus. C'est sûr. Parce que là, on va se heurter un mur. Mais on va lui expliquer déjà ben, comment ça fonctionne les glucides, ce que Mhm. je suis en train d'expliquer là. Et on va lui dire, regarde, il existe quand même des alternatives. À quel degré tu es capable d'implémenter dans ta routine alimentaire des Mhm. nouvelles alternatives. Soit ben, tu es capable d'en implémenter beaucoup, soit très très peu parce que ben, au début tu n'es pas familier avec ce genre de choses, tu sais pas comment les cuisiner, c'est un peu troublant. Et dans ce cas-là, on y va step by step. Et puis c'est ça.
C'est ça. Donc, ouais, puis surtout, je pense que globalement, par exemple, tu disais les farines blanchies, etc. C'est vrai Oui, que nutritivement parlant aussi, c'est moins intéressant. Donc, c'est sûr que ça aide aussi à aller chercher d'autres types de nutriments, d'aller dans des choses qui sont un petit peu plus complètes. Alors, du coup, au niveau de l'entraînement, c'est bon. Au niveau de l'alimentation, c'est sûr qu'il faut y aller au cas par cas en oui, fonction des problématiques de chacun. exact. Euh, alors, du coup, si aujourd'hui je suis un auditeur puis je me rends compte que je suis pas forcément dans la bonne direction, que j'ai pas Mhm. forcément fait les bonnes choses, euh, qu'est-ce que toi tu me donnerais comme conseil, que ce soit hygiène de vie globale ou juste alimentation, sport, pour mettre en pratique en fait D'accord. les choses. Alors, donc admettons, j'ai quelqu'un qui fait absolument rien de tout ce qu'on a expliqué, puis qui se dit, Ouais. ok, là, let's go, j'ai envie de faire les choses comme il faut, j'ai envie Mhm. de tenter justement cette stratégie-là qui m'a l'air bien et sensée. Ouais. Ben déjà, forcément, ben, c'est de réimplémenter l'entraînement donc avec résistance musculaire dans sa routine. Pas obligé d'aller dans une salle de sport, il peut très bien le faire depuis chez lui à la maison, ça va Mhm. lui demander quand même un petit matériel. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ou sinon, ben, d'aller s'inscrire dans une salle de sport, il aura quand même accès à beaucoup plus de variétés de possibilités de Mhm. mouvements et de charges. Ouais. Il définit un nombre d'entraînements qu'il est capable de tenir à l'heure actuelle, présentement. Idéalement, pour quand même avoir un système de progression, 2 fois par semaine serait un minimum. 1 fois par semaine, on va être plus dans de l'entretien. C'est largement mieux que rien. Mais pour commencer, il faut comprendre que pour créer de la progression, il faut qu'il y ait quand même une fréquence, une Ouais. récurrence. Et si le délai entre 2 séances est beaucoup trop énorme, Mhm. une semaine par exemple, ben, le corps en fait ben, n'évolue pas. Évolue Mhm. très peu en tout cas. Donc, au moins du 2 fois par semaine. Donc, de là, on regarde son agenda. Bon, en fonction de mon style de vie, de ma vie de famille, de mon travail, etc. Bon, ben, je suis capable de m'entraîner X fois dans ma semaine de manière certaine et confortable. C'est important de ne pas être trop ambitieux sur le départ parce que si on définit, ben voilà, je vais faire 4 entraînements parce que je sais que je vais aller plus vite, etc., mais qu'on en fait que 3 ou 2, ben on va se sentir inévitablement en position Ouais. d'échec et ça va générer de la frustration et le risque d'abandon est plus élevé derrière. Mhm. Donc, vaut mieux faire, ben voilà, je suis capable de m'entraîner 2 avec certitude, peut-être une troisième optionnelle, puis là, ben, j'irai occasionnellement une troisième fois faire un peu de plus de cardio Mhm. ou une séance X. Et si j'y vais 2 fois par semaine, j'ai réussi mon pari. De là, le mieux, c'est vraiment de l'inscrire dans son agenda. Parce Ouais. que la pire des choses à faire, c'est de se dire, ok, je sais que je pourrais aller m'entraîner 2 fois, puis on verra quand je vais le faire. Mais il y a souvent des aléas dans les journées, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des mauvaises nouvelles, des journées plus compliquées que d'autres. Mhm. Et ben, on procrastine, et puis on se dit, bah, c'est pas grave, j'irai demain, mais demain, c'est pas mieux. Et finalement, on n'arrive pas à être constant. Mhm. Le fait de l'inscrire dans l'agenda, d'y définir un créneau, déjà, on se fait une promesse de soi-même à soi-même. On a choisi un moment où le risque d'éviter la séance est moindre. Mhm. Et dans ce cas-là, ça augmente énormément les chances de succès d'aller s'entraîner. Donc ça serait la mise en application pour l'entraînement. Elle est simple, mais c'est super efficace. Et l'air de rien, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Non, c'est sûr. Mais tu vois, j'aime beaucoup ton idée de le mettre dans l'agenda parce que c'est vrai que on prend des rendez-vous pour aller boire un verre, on prend des rendez-vous pour ci, pour ça, on met tout dans notre agenda. Mais le sport, on n'en fait pas une priorité, on ne le met pas dans notre agenda. On le Exact. dit, on va le faire quand on le fera, puis c'est toujours la première chose qui passe à la trappe quand on n'a pas le temps. Oui. Mais admettons, quelqu'un le met dans son agenda, mais il se sent quand même fatigué ce jour-là, et il sent quand même pas la force. Est-ce que tu aurais des petits conseils en plus pour, malgré le fait qu'il y ait des baisses de motivation, avoir gardé cette petite discipline? Ouais. Alors, il faut comprendre une erreur majeure que font le monde, c'est qu'ils s'appuient absolument tout sur la motivation. Mhm. C'est-à-dire qu'ils se disent, je vais m'entraîner quand je suis motivé, je prends action de faire quand je vais être motivé, Mhm. et quand je suis pas motivé, je le fais pas. Le problème, c'est que la motivation, c'est volatile, ça va, ça vient, on a très peu le contrôle là-dessus. Et la réalité, c'est ce qui génère la motivation, et là je pense qu'unanimement on sera tous d'accord avec ça, c'est le résultat. J'ai des résultats, je suis motivé. J'ai pas de Mhm. résultats, je suis démotivé. Ouais. Le problème, c'est que quand on commence, il n'y a pas encore de résultats. Mhm. Le bon cycle qui convient, c'est je prends action, parce que j'ai un objectif, je prends action. Je suis pas encore motivé, je n'ai pas forcément envie de le faire, mais je prends action. De là, commence à avoir des résultats, ah, ça me rend plus motivé, et vu que je suis motivé, je vais mettre encore plus d'action. Mhm. Du coup, je vais avoir plus de résultats, je vais être encore plus motivé. Ouais. Et c'est ça le bon cheminement. Donc, je dirais que de commencer à dire à quelqu'un ah, aujourd'hui, tu n'es pas très motivé, peut-être serait bien que tu y ailles demain ou une autre journée où tu es plus motivé,
c'est pas une bonne, comment dire, une bonne manière de voir les choses Mhm. parce que la personne aura du mal à générer de la discipline. La discipline, on est motivé, on n'est pas motivé, il fait beau, il fait moche, on va y aller. Ouais. Se brosser les dents, je suis désolé, mais je connais peu de monde qui sont motivés le soir à 21h ou 22h de se brosser les dents, mais on le fait Ouais. parce qu'on a une discipline, on a une routine et on n'y déroge pas. Et ben Mhm. l'entraînement, il faut lui donner le même niveau de priorité parce que c'est de l'entretien, comme se brosser les dents, comme se mettre la crème le matin ou se laver. C'est de l'entretien, c'est de l'hygiène. Maintenant, admettons, c'est la mauvaise journée, là, vraiment. Mhm. Ça va pas du tout, je suis malade, vraiment, là, mon moral, il est au fin fond du trou. Bon, ben, dans ce cas-là, il faut réouvrir son agenda, regarder, ok, quand est-ce que je pourrais replacer cette séance, mais faut pas laisser la séance en mode, bon, j'y vais pas parce que là, je peux pas pour X, Y, Z raison, Ouais. et puis on verra quand est-ce que je vais la rattraper. Non, il faut prendre action. C'est comme j'ai loupé un cours, je suis aux études, j'ai loupé ce cours, on planifie quand est-ce que je le rattrape. Mhm. C'est pas je vais le rattraper quand je pourrai parce qu'il y a des examens au bout de la ligne. Bah, il faut se donner ce même niveau de priorité à ses entraînements. Complètement, ouais. Donc Tout voilà, à fait. c'est ça ma vision, moi, en tout cas. Parfait. Donc ça, c'est au niveau de l'entraînement. Exact. Au niveau de l'alimentation, du coup. Ouais. Au niveau de l'alimentation, ben, ce que je recommande, de la mise en application, voilà, on l'a dit, réimplémenter un niveau de repas qui au moins 3 repas par jour, éventuellement des collations, augmenter les protéines, etc. Bon, maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'il faut faire, comment je le fais? Mhm. Généralement, en fait, ce que je veux parler dans ce thème-là, souvent ce que les gens ont du mal à mettre en application les choses au niveau de l'alimentation, c'est le manque de temps, Ouais. c'est mauvaise organisation, c'est la flemme. C'est Mhm. souvent ça qui fait que ben, Mhm. j'ai compris ce qu'il faut faire, mais je le fais pas. Ouais. Déjà en termes de gain de temps, moi ce que je recommande énormément à mes élèves, puis ceux qui le mettent en place, ben après ils jurent que par ça, c'est tout ce qui est batch cooking, meal prep, parce que ça économise un temps faramineux dans la semaine. Complètement. Donc par exemple de définir un jour, une journée off. Oui, ça peut paraître pénible de le faire, de se dire ben, mon dimanche après-midi, pas forcément tout le dimanche, mais de dire pendant 2 heures je vais cuisiner. Ah, ça m'embête de le faire, mais dans tous les cas, tu vas cuisiner 14 fois dans ta semaine, puis ça va prendre bien plus que 2 heures Ouais. dans la semaine de faire tous ces 14 repas. Parce que sinon, tu vas pas manger, quoi qu'il Ouais. arrive. Donc, de faire ben, cuire beaucoup plus de riz, de faire cuire beaucoup plus de viande, de faire Mhm. cuire beaucoup plus de légumes ensemble, ça va permettre de réduire énormément le temps de préparation, de faire ces repas dans la semaine. Pareil pour les petits-déj, les élèves qui me disent j'ai pas le temps, Émeric, le matin, j'ai très peu d'heures de sommeil, moi, me lever une demi-heure plus tôt, davantage pour avoir le temps de déjeuner, je peux pas le faire. Bah, dans ce cas-là, il y a toujours la solution, bah, prépare ton petit-déj la veille, mets-le au frigo. Il y a plein de petits-déj que tu peux faire, qui se Mhm. mettent au frigo, que tu peux embarquer chez toi. Est-ce que tu peux pas stocker des choses au boulot? Est-ce qu'il n'y a pas un mini frigo que tu peux mettre un pot de yogourt grec, Ouais. du muesli ou quoi? Il y a toujours plein de solutions, Il y c'est a de plein de solutions. l'organisation. Ouais, il y a plein de solutions. Puis je trouve que c'est important de le dire qu'il y a plein de solutions. C'est juste qu'il faut vouloir mettre le temps et les efforts. Et aujourd'hui, il y a comme une sorte de, je sais pas, de consensus que ben non, on devrait pas mettre des efforts là-dedans, ça devrait être facile, ou on veut que ce soit plus facile, Ouais. facile, comme si ben ça devrait pas demander des efforts en fait. Mais oui, ça demande des efforts et ça demande de le faire. Moi, tous les dimanches matins, je batch cook, je ne jure que par ça, je prends 2h30, je cuisine, je mets ma petite série, un podcast dans les oreilles, personne me saoule et c'est mon moment à moi. Et je n'ai plus à cuisiner dans la semaine. Je suis Ouais. tranquille. Et c'est un gain de temps et de charge mentale aussi qui Oui. est énorme. Et on en a déjà énormément de la charge mentale au quotidien. Donc, si déjà on peut s'alléger au niveau de l'alimentation, moi, je le conseille à tous ceux qui l'ont jamais essayé, d'essayer de batch cook et genre de voir à quel point c'est vraiment super. Et de risque aussi d'être mal pris un soir. C'est la mauvaise journée. Mhm. Alors là, impossible que ce soir je touche à la cuisine, je veux pas. Bon, Ouais. ben, je vais devoir commander parce que de toute manière j'ai faim. Exactement. Et là, on multiplie les occasions ben, de commander en extérieur, d'aller manger dehors, de manger les mauvaises choses finalement. Ouais, et après d'être déçu, et d'être dans un cercle vicieux, et on Exactement. est dans un échec. Et... Donc, Exactement. juste s'organiser, trouver des solutions qui fonctionnent pour soi, essayer des choses, tester. Et petit à petit, trouver voilà, son organisation au quotidien. Et du coup, à part l'entraînement et l'alimentation, est-ce que tu aurais d'autres conseils globaux au niveau de l'hygiène de vie? Forcément, le sommeil a en Ouais. fait, on sous-estime, hein, ça paraît bateau, mais le Mhm. sommeil a un impact colossal dans la motivation, parlons-en,
dans l'intensité à l'entraînement, dans la capacité à être discipliné, parce que quand on a une dette de sommeil, on génère du stress, on est plus irritable, et du coup, on est plus à la merci de nos émotions, de nos mauvaises émotions, donc de prendre les mauvaises décisions dans la semaine. Pareil au niveau de l'alimentation, c'est quand on est fatigué, on a besoin le plus, comment dire, j'ai dit que l'alimentation, ça a un gros pouvoir de créer de la dopamine, de se réconforter, mais c'est aussi ce qui permet de récupérer. Et dans la récupération, il y a le sommeil, mais aussi l'alimentation. Manger, et c'est pour ça aussi, les glucides, c'est ce qui permet de faire descendre le niveau de stress, etc. Donc le sommeil, c'est sûr que s'il est catastrophique, on a beau avoir tout compris ce dont on vient de parler, ça va être très dur de mettre en application ça. Donc c'est quand même d'avoir une hygiène de sommeil plus convenable. Dans le sommeil, il y a 2 facteurs qui déterminent la qualité d'un sommeil. Il y a certes le nombre d'heures, mais ce qui détermine le plus la qualité de sommeil, c'est à quelle heure on se couche et à quelle heure on se lève. Un 6 heures de sommeil, mais coucher tôt et lever tôt, peut être bien plus récupérateur qu'un 8 heures de sommeil, donc 2 heures de plus, mais coucher tard, lever tard. Donc c'est ça. Ça serait le sommeil. Et le dernier point, je pense que j'ai peu abordé, mais avant même de parler d'entraînement, c'est ce que j'aurais dû faire. Il faut marcher suffisamment dans ces journées parce que beaucoup de monde sont frustrés d'un manque de résultats. Ils vont mettre tout en application ce que je viens de dire là. Ils vont dire, Aymeric, ça marche pas. J'ai aucun résultat. Je m'entraîne 4 fois par semaine. Je fais exactement ce que tu as dit. Je suis en déficit calorique, machin bidule chouette. Mais par contre, la réalité, c'est que je marche absolument pas. J'ai un métier de bureau, je reste assis dans la chaise, etc. Le fait de peu marcher, à la fois, c'est ce qui a le pouvoir de dépense énergétique le plus colossal. Le potentiel de dépense énergétique à travers la marche est supérieur à la combinaison du nombre d'entraînements qu'on peut faire d'entraînement d'activité physique et de ce qu'on est capable de générer par l'alimentation. Waouh, ok. C'est ça. Vraiment... Ça veut dire que quelqu'un qui ne souhaite pas changer, qui ne souhaite pas s'entraîner, qui ne souhaite pas modifier ses habitudes alimentaires, mais qui souhaite énormément plus marcher, a plus de chances. Bon, après, voilà, il faudrait regarder exactement qu'est-ce qu'il mange. On s'entend que s'il mange 6000 calories par jour, ça ne va pas fonctionner ce que je dis. Mais aura plus de chances de générer du résultat que quelqu'un qui marche moins de 1000 pas par jour, mais qui s'entraîne 3 fois par semaine, qui fait attention un peu plus à ce qu'il mange, etc. Donc, ne pas sous-estimer la marche. Ça, c'est très important. C'est ça, qui en plus participe à la santé du système hormonal, au système immunitaire, à tout en fait. Ouais, complètement. Donc, c'est indispensable. C'est gratuit en plus. Donc... Et c'est gratuit. Profitons-en. Exact. Et moi, j'ai juste un petit truc à dire. L'alcool, j'ai découvert à quel point c'était extrêmement calorique et très, très, très... Ouais. Donc, prendre en compte aussi que des fois, on boit ces calories facilement et on s'en rend pas compte. Les calories liquides sont les plus traîtres parce qu'elles prennent le moins de place dans l'estomac et ça va très vite. Ça va très, très vite. On sent pas qu'on est rassasié avec du liquide. Surtout les boissons. Donc, c'est sûr, les combinaisons, les pires, c'est alcool et soda. Ça, c'est ce qu'il y a de pire parce que là, on combine à la fois la molécule de l'alcool qui est, j'ai parlé des 3 macronutriments, protéines, glucides, lipides, mais le 4e qui existe, c'est l'alcool, qui en est un. Et sauf que l'alcool, c'est 0 nutriments. C'est au contraire, ça perturbe tout le métabolisme. Et bon, ça veut pas dire qu'il faut plus boire d'alcool, mais c'est sûr que quelqu'un qui malheureusement a une consommation, on va dire 4 verres par semaine, malheureusement, son métabolisme va générer tellement de rétention d'eau, va être tellement au ralenti pour perdre du gras, etc., que malgré qu'il fasse tout ce qu'on est en train d'expliquer, son niveau de résultat va être énormément brimé par sa consommation alcoolique. Ça, c'est ça. Mais je pense que c'est une presque belle conclusion que c'est pas évidemment l'entraînement et l'alimentation, mais il y a tout ce qui va avec aussi. Et pas juste se focus que là-dessus et en fait juste avoir une hygiène de vie globale qui est relativement saine et rester dans un équilibre sur absolument tout. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter, Aymeric, aujourd'hui ? Non, je pense que tu as bien résumé le mot de la fin. C'est que, oui, là où les gens génèrent beaucoup de frustration, c'est qu'ils mettent souvent beaucoup d'efforts sur un des 3 piliers dont on a parlé. Soit ils génèrent beaucoup d'efforts sur l'entraînement, la dépense énergétique, mais aucunement sur l'alimentation ni l'hygiène de vie.
soit ils misent tout sur l'alimentation, puis Mhm. très peu sur la dépense énergétique. Bon, l'hygiène de vie, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, c'est très Très sous-estimé. sous-estimé. Et du coup, ben, les gens ne savent pas que le fait de beaucoup mieux dormir, d'avoir pas trop de situations stressantes Mhm. dans la vie, etc., d'avoir un système digestif qui fonctionne bien, participe énormément à la capacité du corps à bâtir la masse musculaire et également à perdre en gras. Mhm. Ben, c'est ça. Donc, Yeah. c'est vraiment de toucher aux 3 sphères. De toucher aux 3 sphères et garder en tête que c'est un processus, ça se fait pas du jour au lendemain Non. et avoir une hygiène de vie globale saine, c'est du travail, mais voilà, faut juste se mettre en mouvement et commencer petit à petit et une étape à la fois. Exact. Bah, Aymeric, merci beaucoup Oui. pour ton expertise et pour tes jolis conseils et gentils conseils pour tout le monde. J'espère que ça vous motivera. Et je vous mets toutes tes informations, je les mets en description, ton Facebook, ton Instagram. Ah, c'est et gentil. voilà, vous pouvez aller voir les comptes d'Aymeric. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode de Simply Well. Je vous dis une belle journée ou belle soirée. Salut tout le monde. Salut!